Ce matin, je me lève et comme hier, comme si j'avais un truc sur ma tête comme ça, qui me prenait comme ça. Et bon, forcément, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre, mais en fait, c'est une sinusite. Et c'est frustrant parce que c'est comme si j'avais pas l'énergie pour sortir dehors, pour faire des trucs. Et je peux être que chez moi ou dans mon lit à faire pas grand chose et juste à attendre que ça passe. Et la sinusite, c'est comme si en temps normal on a des poches d'air, en fait. En tout cas des poches là, je crois, enfin je sais pas trop, mais ça permet de ne pas avoir trop de poids dans la tête. Apparemment, c'est ce que les pigeons ils ont pour pouvoir se repérer parce que ça permet de voir quelle est la pression atmosphérique. Ça fait un peu sas de décompression. Et en cas de sinusite, il y a tous ces sinus-là, justement, sont obstrués par tout le mucus. Et du coup, il n'y a plus de vide. Là où avant il y avait du vide, ou en tout cas il y avait de l'air, bah là il n'y en a plus. C'est rempli. Et de l'extérieur, on ne voit pas la différence. Mais pour autant, le fait qu'il y ait d'un seul coup un vide qui se remplit, ça empêche de pouvoir faire quelque chose à l'extérieur. Ça empêche cette activité, ça rend malade. Et je me dis, bah c'est pareil. C'est pareil quand si par exemple chez moi, je laisse tout traîner, mon espace est rempli par tout un tas de babioles ou de bordel, et que je range pas, que c'est pas vide, en tout cas que c'est pas rangé, bah ça va avoir un impact après coup, à l'extérieur, dans ma présence à l'extérieur. Si dans mon intérieur, donc la maison, mais ça peut être aussi mon corps, ça peut être aussi mon esprit, s'il n'y a pas suffisamment de vide là où devrait y en avoir, s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre, ça va avoir un impact sur l'extérieur. Et deux choses qui, à l'extérieur, a priori, peuvent se ressembler, peuvent être comparées, c'est pas tellement intéressant si on ne peut pas prendre en compte l'intérieur, l'invisible qui est en nous. Et dans cet invisible-là, il ne suffit pas simplement qu'il y ait quelque chose qui manque. Peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait du vide, ou qu'il y ait de l'espace libre.
En fait, j'ai ce même problème quand je suis à l'école. Parce que du coup, dans un travail d'artiste, je me demande, quand on est artiste, mais quand on est producteur en général, on produit pour une image extérieure. On produit une œuvre qui va se montrer à l'extérieur. On produit des marchandises pour qu'elles se montrent à l'extérieur. C'est le côté visible des choses. Et on va tout faire pour que ce côté visible il soit le plus visible possible ou le plus intéressant possible. Mais quel est le prix pour l'intérieur? Qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur? Est-ce que ça ne se fait pas au détriment d'un problème intérieur? Et moi je me demande, tout ce que je pourrais produire dans mon école d'art, tout ce que je pourrais produire, est-ce que c'est produit pour l'extérieur? Et quel prix ça a pour l'intérieur? Et est-ce que c'est cohérent, tout ça? Est-ce que c'est vraiment cohérent de produire pour l'extérieur? Est-ce que c'est pas au contraire une preuve d'impuissance? Et ça que je ressens, cette espèce une injonction à produire, alors qui ne vient pas forcément de l'école, ou ça vient, c'est un truc aussi que je me suis mis moi-même, je crois. Mais comme si je ne produisais pas quelque chose à montrer, et bien du coup c'était comme il y avait peut-être une sorte d'angoisse qui arrivait peut-être. Comme si quelque part l'investissement que j'avais pu mettre dans l'art et dans l'institution de l'art, c'était comme une sorte de croyance, comme si j'avais cru dans l'art ou dans l'institution, et
et je lui faisais comme des offrandes en produisant des choses qui étaient importantes pour moi aussi, je crois, mais qui étaient d'abord destinées à ça. Et là, c'est comme si c'est comme si en n'étant plus dans ce système d'offrande, en considérant ce côté artificiel de ça, eh bien, du coup, je me repose la question de savoir que faire de sa vie et à quoi ou à qui la dédier. Je crois que là, il y a quelque chose d'important. Parce que c'est vrai que quelque part, c'est comme si j'avais été pris dans une sorte de sécurité par rapport à l'institution de l'art, par rapport au cadre scolaire aussi, en me disant que ces systèmes-là allaient quelque part me protéger ou fournir quelque chose, fournir un terrain de jeu suffisant pour pouvoir y insérer mon désir quelque part, y insérer un désir. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça bloque quelque chose. C'est que ça ne se met que sur le terrain du visible. Et que quelque part, c'est comme si là j'avais besoin d'aller autre part, de faire autre chose. Mais c'est intéressant parce que je peux utiliser les outils artistiques comme détournement. Enfin, je peux les détourner pour les amener quelque part. Et c'est peut-être ça, c'est pas que je pense à Pierre Merejkovski. Et lui, il fait pas des films pour l'institution, au contraire. À chaque fois qu'il y a ça, ça pose problème. Il fait des films pour autre chose. Il fait des films pour une mystique, pour rencontrer des gens, mais en fait pour creuser un rapport philosophique au monde. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, par exemple, mais c'est quelque chose de l'ordre de la nécessité, quoi. C'est un rapport romantique, quoi, agnostique. Et c'est comme si ces outils-là étaient des outils des outils artistiques, comme un outil d'exploration, des outils de recherche. Et on en revient encore une fois à la recherche. De recherche ou de psychanalyse. Donc comment ces outils-là, ces outils artistiques, peuvent être des outils de psychanalyse, des choses et du monde. Donc comme un moyen. Comme un moyen en vue d'une fin, mais cette fin serait quoi? Serait une sorte de recherche existentielle, peut-être. Et en même temps, cette recherche existentielle, est-ce qu'elle serait vraiment un but en elle-même? Est-ce qu'elle ne serait pas justement le déploiement des moyens en eux-mêmes, comme un pur moyen, pour le coup? Parce que je me dis, bon voilà, quelque part, l'institution de l'art, mais aussi l'institution de la technique, réifie les objets pour les rendre... on dit on fait de l'art pour l'art, mais en fait c'est pas vrai. En fait ça n'existe pas l'art pour l'art. Parce que
dès le moment où on fait de l'art et qu'on le fait pour que ce soit montré dans un musée, qu'on le fait pour que ce soit acheté, il n'y a pas d'art pour l'art, en fait. Et c'est même pas une question d'art pour l'art ou de finalité. C'est plus une question de savoir qu'est-ce qui va conditionner ce qui va être fait. Dans quel rapport au temps ça s'inscrit? Est-ce que ça s'inscrit dans un rapport téléologique? C'est-à-dire qu'on va le faire pour la fin? Ou est-ce que c'est dans un rapport causaliste? Qu'on le fait parce que c'est la suite logique des choses. Ce n'est que la causalité, et que nous-mêmes là-dedans, notre volonté n'est qu'un élément de la causalité et ne connaît pas le résultat. C'est ça la question. Dans un rapport causaliste, ça suppose aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire dans un modèle d'exposition. En fait, la question serait quel est le rapport entre l'art et la communication? Avec l'idée sous-jacente que l'art serait... enfin, pas tellement l'art, mais bon, que ces questions-là, ces questions techniques, dès le moment où c'est conditionné à un système de communication comme l'est l'exposition, c'est déjà un peu perdu d'avance, quoi. Donc, comment trouver une forme de discipline, une discipline qui partirait de l'art mais qui serait plus de l'art peut-être, je sais pas, qui s'affranchirait de la nécessité d'exposition, qui s'affranchirait de l'obligation de se rendre public dans des espaces consacrés et qui pourrait par exemple s'infiltrer au sein de réseaux privés, être dans un rapport immédiat aux choses, dans des formes d'autoproduction peut-être. Bon, j'arrête là.